Roni Akrish, bonjour, Boker Tov. Shalom Lecha, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin et c'était presque naturel d'être avec vous ce matin, Roni, parce que nous approchons de ce Shabbat Chevron, Shabbat Chayei Sarah, au cours duquel des milliers d'Israéliens vont passer la journée, ce Shabbat, donc autour de la Me'arat HaMarpela, du caveau des patriarches, dans ce Shabbat extrêmement émouvant, particulièrement prenant qui marque l'acquisition par Abraham Avinu de la Me'arat HaMarpela, du caveau des patriarches. Alors cette semaine, ce Shabbat tombe à la fin d'une semaine qui a été, on le sait, mouvementée sur le plan politique avec les problèmes de gouvernement, mais surtout qui a été marquée également par la décision des États-Unis de ne plus qualifier les territoires de Judée et de Samarie comme des territoires occupés et de reconnaître la légalité des implantations juives en Judée et en Samarie. C'est d'une certaine manière une sorte de retour de manivelle de l'histoire, que ça intervienne précisément en ce Shabbat, en cette semaine où on voit que Abraham Avinu a acquis Kesef Malé, cette Me'arat HaMarpela, ce caveau des patriarches. Moi, j'essaierai de relativiser, vu les problèmes qui sont non seulement les problèmes inhérents à la politique israélienne, mais comme vous avez très certainement fait attention, ce qui s'est passé au Sénat américain hier, et donc la situation du président des États-Unis n'est pas aussi assise qu'on voudrait bien le faire entendre. Et de toutes les manières, bien sûr que cela peut réjouir un certain nombre de personnes, le fait que une voix venant des États-Unis fasse entendre que les implantations juives en Judée-Samarie ne sont pas illégales. Je crois que le plus important, Daniel, serait que nous soyons nous-mêmes convaincus de ça, persuadés que cette Judée-Samarie qui traîne un peu la savate depuis 1967 puisse soit devenir à travers un référendum un consensus national, soit de décider que elle ne fera jamais partie de l'entité souveraine et indépendante de l'État d'Israël, et à ce moment-là, dans un cas comme dans l'autre, prendre les mesures nécessaires et conséquentielles de cette décision-là. Or, jusqu'à maintenant, non pas qu'il y ait eu une quelconque et grande émotion ces derniers jours, mais la question qui reste posée est toujours celle-ci. Jusqu'à quand est-ce que nous allons danser dans deux mariages à la fois, entre être et ne pas être, et subir les conséquences, bien entendu, liées à cette indécision, à ce doute perpétuel qui persiste. Et je ne crois pas, d'ailleurs, entre nous, que la déclaration de M. Pompeo fera que le gouvernement israélien, quel qu'il soit, malheureusement nous n'en avons pas, si ce n'est un intérimaire, mais que quelque gouvernement qui soit à même de prendre une décision catégorique. Concernant la souveraineté des Juifs. Oui, et puis surtout, bien sûr, vous avez entendu les propos du Premier ministre par intérim, M. Netanyahou, concernant la vallée du Jourdain. Oui. Donc, nous étions à même de penser, non pas à la Judée-Samarie, que diable, mais la vallée du Jourdain serait si consensuelle que je ne crois pas qu'on ait besoin de faire d'autres promesses électorales concernant ce sujet. Alors voilà. Alors on a eu votre avis, votre appréciation sur ce développement politique, mais je voudrais avec vous revenir parler plus spirituellement à la veille de ce Shabbat, à l'approche de ce Shabbat, de ce statut bien particulier de Chevron. Je le disais, Abraham Avinu a acquis la Me'arat HaMarpela, c'est l'une des 3 acquisitions d'Abraham sur la terre d'Israël. Mais cette acquisition, et justement, ça nous rapproche encore du conflit israélo-palestinien. Finalement, on peut dire que les Arabes peuvent aussi se réclamer, ils se réclament également d'Abraham Avinu, et ils peuvent dire oui, mais l'acquisition, elle peut être partagée entre Juifs et Arabes. C'est un peu ce qui se passe d'une certaine manière aujourd'hui à la Me'arat HaMarpela. Vous m'emmenez sur un sujet que j'ai traité d'ailleurs dans une vidéo leçon que j'ai diffusée comme chaque semaine.
et où en hébreu, j'explique bien évidemment ce que vous rappelez maintenant. Nous sommes dans une situation tout à fait intéressante, et je vous rappellerai, Daniel, que nous ne sommes pas certains, en tout cas, que Yitzhak ait assisté aux funérailles de sa mère. Ah bon? Et la raison, dans les Pirkei des Rabbi Eliezer, qui est un midrash du 8e siècle, qu'il serait parti à Be'er Lechai Roi, c'est-à-dire à ce puits, le puits de la vie, si on peut réduire cela à ceci, et qu'il s'en revient. D'ailleurs, Rivka, lorsqu'elle rencontrera Yitzhak, il revient de Be'er Lechai Roi également. Et le midrash de nous instruire de quelque chose que moi... Mais il n'y a pas écrit littéralement dans la Torah, avec Veroto, Yitzhak Vishmanel. Alors attendez, justement. Le midrash vient nous dire qu'il s'est rendu à Be'er Lechai Roi, là où son père s'était déjà d'ailleurs rendu par 2 fois, sans rencontrer Ishmaël, mais avec la volonté de le voir. Concrètement, cela ne s'est pas fait, mais le message a bien été reçu par Ishmaël, et lorsqu'Yitzhak est venu le voir, lui et sa mère, alors que lui se mariait, pensait-il comment laisser un père dans le seul veuvage et l'isolement, si ce n'est la solitude, il décida donc de ramener celle qu'on appelle K'tura, mais que nos sages, pour la plupart, sauf le petit-fils de Rashi, le Rashbam, eh bien, qui contrarie son grand-père, tous pensent que K'tura n'est autre que Agar. Alors peut-être par une émotion grandiloquente du moment, mais en tout cas... C'est toujours très intéressant de voir la relation d'Abraham Avinu envers Agar, alors que, c'est-à-dire, on comprend on se souvient de la manière dont il a été obligé de la chasser, on va dire, sur ordre de Sarah, qui est très et que finalement il revient vers elle à la fin de ses jours. Il y a toujours cette ambivalence. Et oui, nous considérons Abraham comme le patriarche d'Israël, mais qui est aussi le patriarche d'Ishmaël. Mais en tout cas, concernant Israël, nous le considérons comme étant le père du chesed. Oui. Le chesed, non pas la bonté, mais l'amour foncier. C'est-à-dire que Abraham est porteur de valeur, à tel point qu'Isaïe nous dira, lorsque tu voudras savoir qui est l'hébreu, regarde la roche d'où tu as été sculpté, regarde ton père Abraham. Et ça nous amène à la personnalité de Sarah, parce que Sarah, que l'on va enterrer dans ce Me'arat HaMarpela en premier, c'est la première à avoir été enterrée, d'une certaine manière à avoir pris une forme d'acquisition pleine et entière de la terre d'Israël. Eh bien, Sarah, elle a une position beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus ferme, beaucoup plus rude, parfois même un peu cruelle envers Agar. Comment vous expliquez cette position de Sarah Imenou? Alors, il est bien évident que par rapport à ce que je disais précédemment, peut-être l'avez-vous ressenti, mon cœur penche plutôt une faiblesse, je dirais plutôt vers l'action que Yitzhak va entamer en voulant ramener Agar sans enlever quoi que ce soit à Sarah, mais j'ai trouvé un peu cavalière la manière de se conduire de la part de la mère d'Israël vis-à-vis de Agar. Concernant son décès, je vous le rappelle, l'oraison funèbre est prononcée par Abraham. Vous n'entendez pas parler de Yitzhak, comme je l'ai rappelé précédemment. Il est fort probable, comme le dit ce midrash du 8e siècle, qu'il ait été à Be'er Lechai Roi, chercher Agar et Ishmaël pour les ramener dans le giron paternel afin de le consoler de sa peine. Et donc, essentiellement, Shabbat Chayei Sarah, cela concerne, comme vous l'avez très bien justement rappelé, l'acquisition du caveau des patriarches. Mais je vous rappelle qu'il n'a pas simplement acheté le Me'arat HaMarpela, mais il a acheté le Sadeh Marpela. C'est-à-dire non seulement la caverne qui servira de sépulture, mais aussi le champ qui était autour. Alors le champ qui était autour, on peut supposer que c'est aujourd'hui ce qui représente le quartier juif de Hebron. Ça nous amène à ce qui va se passer justement dans ce quartier juif de Hebron, qui va être pris d'assaut, on va dire, à partir de demain matin, très tôt, par des milliers et des milliers de personnes qui vont passer. Donc, oui, j'ai déjà reçu l'image de la tente qui a été dressée, avec les tables déjà dressées
pour vendredi soir, il y a 6000 places. 6000 places. Alors, je voudrais que vous nous fassiez partager un peu cette atmosphère qui règne justement durant ce Shabbat de Chaye Sarah à Hebron. Vous qui habitez à Ramat Mamre, tout près de là. Comme tout rassemblement, Daniel, c'est un moment festif. Festif à travers les chants, à travers la musique des voix, à travers les repas, à travers les prières, à travers les rencontres, et puis bien sûr, d'une autre manière, c'est une forme de pèlerinage. Oui. L'ambiance je peux vous dire simplement que chez moi, il y aura une dizaine d'invités, comme chaque année. Dans des années, on a vieilli, mais il fut des années où mes élèves qui venaient étaient au nombre de 30 et 40 à la maison. Et donc, dans chaque famille, il y a encore cette tradition de recevoir. Donc, multiplier le nombre de familles à Kiryat Arba avec un nombre d'invités qui va presque à la dizaine, eh bien, vous obtenez plus que des milliers. L'ensemble de cette réalité-là, entre ceux qui vont dormir dans des classes, ceux qui vont dormir dans les classes d'école, du lycée, dans les yeshivot, dans à la Ulpena, il y a véritablement une atmosphère très festive. Et rajouterais... Il y a aussi peut-être ce sentiment de vouloir, par une présence massive d'invités ou d'habitants, de vouloir réaffirmer la prise de possession éternelle, ou on va dire millénaire de cette terre par le peuple juif. Oui, je pense que les Hébreux que nous sommes ont une aspiration probante et évidente concernant la Marat Marpella, concernant Hebron, parce que elle est quand même la capitale originelle du peuple d'Israël. Il faut bien savoir que bien avant Yerushalayim, David règne pendant 7 ans et demi ici, à Hebron. Elle est capitale de la Judée, mais elle est capitale de l'Israël d'antan, et bien avant que David décide de choisir la ville de Jérusalem pour la cité jébuséenne, qui s'appellera Jérusalem, pour en faire la capitale de tout Israël. Alors bien évidemment que cela représente quelque chose, et puis vous le savez comme moi, on l'a suffisamment dit et répété, ne serait-ce que dans ces 40 dernières années, combien Hebron est à même de vouloir énoncer la notion de chibour, c'est-à-dire de lien, de rassemblement. Alors bien sûr que nous sommes, bien heureux de voir une population aussi empressée de venir se rassembler à Hebron, mais je reste quand même, vous me pardonnerez Daniel, avec un petit pincement au cœur, Hebron n'est pas encore dans le cœur du klal d'Israël. Il est surtout, et on le remarquera en se promenant, en allant à la Méhara, Hebron est adulé, bien aimé par un pan de la population qui se réfère plus ou moins aux mêmes idéaux, et surtout à une foi dans la Torah d'Israël qui lui paraît d'un seul temps et d'un seul mouvement. Malheureusement, il y a, je dirais presque une majeure partie d'Israël qui ne conçoit pas encore cela. Alors, je ne dis pas que la majorité c'est volontairement et incidemment, mais qu'il y a peut-être une question qui depuis 1967 fait défaut, et c'est une question qui touche à l'éducation et à la culture. Et peut-être que nous sommes encore assez loin de ce sujet, et donc il est important aussi à travers ces invitations familiales où il y a bien sûr dans les familles peut-être un peu plus de pluralité parmi les invités, l'occasion de pouvoir parler, échanger, faire connaître et savoir ce qui se fait tout le long de l'année d'ailleurs. Il ne faut pas simplement se référer au Shabbat Chaye Sarah, le Chol HaMoed de Pessah, de Sukkot, voit des dizaines de milliers de personnes arriver, et durant l'année, non seulement des touristes étrangers, mais des touristes juifs et aussi israéliens qui viennent à Hebron, et c'est là l'occasion de pouvoir se rencontrer plus posément, plus aisément, et de pouvoir discuter, car ce soir et demain, vous imaginez,
que là où il y a beaucoup de monde, alors on a beaucoup moins le temps de pouvoir s'asseoir et être apaisé, sauf bien sûr dans les familles. Mais je parle de la rue. Le sentiment festif est omniprésent et donc beaucoup plus difficile à pouvoir échanger, discuter et pouvoir affirmer quoi que ce soit. Eh bien, Roni Akridge, vous nous avez donné envie de venir vous rejoindre pour passer Shabbat, ou au moins pour rendre hommage à nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, Sarah, Rivka et Léa, qui sont enterrés donc dans la Me'arat HaMarpela. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.